c'est une ONG française spécialisée dans la déforestation et l'agroforesterie communautaire et la protection de la biodiversité. Mesdames, Messieurs, je vous invite à la découverte de Hub to Green avec Vincent Castagnet, le délégué général de cette organisation non gouvernementale. Bienvenue sur le Gabon 24, Monsieur Castagnet. Merci beaucoup de m'accueillir déjà et de me donner la parole. Alors, présentez-nous votre ONG et ses domaines d'activité. Alors, Up to Green est une ONG française qui existe depuis 2009 et qui travaille sur la préservation de l'environnement et l'amélioration des conditions de vie des communautés avec lesquelles on travaille. En passant par des programmes de reforestation, d'agroforesterie, d'agroécologie, donc qui visent à établir un équilibre entre la satisfaction des besoins des communautés et la préservation de leur environnement. Alors, quand on parle de reforestation et d'agroforesterie, qu'est-ce que cela renvoie? Alors, la reforestation, c'est la plantation d'arbres dans les endroits soit où il n'y en avait pas, soit où il n'y en avait plus à cause de la déforestation. Donc ça, c'est pour la reforestation. Ce qu'on promeut encore davantage, c'est l'agroforesterie, c'est-à-dire la culture des arbres en même temps que les cultures vivrières, de fruits, de légumes. Parce qu'on sait d'une part que l'association des deux augmente le rendement des cultures et que ça permet de lutter contre les ravageurs, contre les parasites, etc. Le fait de diversifier les essences est extrêmement salutaire pour la santé des végétaux et pour le rendement des cultures, à l'opposé de monoculture, qui est un système qu'on ne promeut absolument pas et qui appauvrissent les écosystèmes et qui sont en proie à des ravageurs, à des maladies. Alors, pourquoi le choix de ces deux secteurs? Quel est l'intérêt pour vous? Parce que je disais qu'on a une approche centrée sur l'homme, sur le vivant, sur les communautés. Donc ce sont des secteurs qui produisent, qui créent des revenus, qui sont parfois des revenus alternatifs à des pratiques dangereuses pour l'environnement, comme la déforestation pour des besoins domestiques ou de revente, ou comme le braconnage par exemple. Donc on crée par ces activités qui produisent des produits forestiers non ligneux, des fruits, des légumes, etc., on produit des revenus alternatifs à ces pratiques qui desservent l'environnement. Donc le total, c'est une augmentation des revenus et une augmentation de la qualité de vie des communautés avec qui on travaille et une préservation de l'environnement, de la biodiversité générale et de la ressource en eau également. En parlant de biodiversité et de ressources en eau, est-ce que vous êtes déjà présent en Afrique? Si oui, dans combien de pays? Alors actuellement, on est présent au Sénégal, au Bénin et au Cameroun. On a eu des programmes au Burkina Faso et à Madagascar. Notre logique d'intervention, ce n'est pas d'être présent pendant de longues années sur un contexte et d'apporter, c'est ce qu'on fait en fait, je ne l'ai pas précisé, mais ce qu'on fait nous, c'est qu'on apporte de l'expertise technique en bonne pratique agricole, de l'aide à la structuration des filières commerciales et des financements qui proviennent de financeurs qui sont intéressés par exercer leurs responsabilités sociales, environnementales et compenser leurs émissions de carbone. Et je reviendrai sur le paramètre carbone si vous voulez tout à l'heure. D'accord. Avant de continuer dans vos domaines d'activité, vous êtes à Libreville. Dans quel cadre précis? Est-ce que c'est votre première visite au Gabon? Alors non, j'ai eu la chance de vivre pendant 4 ans au Gabon, mais c'était il y a quelques années, au début des années 2000. Donc je connais bien les différentes villes du Gabon. J'ai travaillé dans l'adduction d'eau à l'époque et j'ai eu la chance de visiter l'ensemble des villes du Gabon. Et là, si je suis de retour, c'était à l'occasion du One Forest Summit, quand j'ai su que ça se passait au Gabon, j'ai évidemment été très intéressé parce que déjà l'événement est très important, mais en plus ça nous permettait de visiter un pays dans lequel on n'était pas encore actif et dont on sait qu'il a énormément de besoins en protection de l'environnement, même s'il y a déjà des actions très positives qui y sont menées. Justement, est-ce que vous avez l'intention de vous installer au Gabon? Si oui, dans quel secteur? Alors, on a l'intention de s'installer au Gabon, on n'est pas dans une logique de gain de territoire. Si on trouve des projets à mener, des partenaires qui veulent mener des projets avec nous, oui, on est très intéressé pour pouvoir travailler au Gabon. Dans quel secteur? L'agroécologie au sens large, c'est-à-dire l'agriculture, l'agroforesterie, mais toutes les activités qui sont liées à ces domaines-là, par exemple l'apiculture, tout ce qui permet de produire quelque chose à partir de la nature et de la biodiversité, et de les sauvegarder, bien évidemment. D'accord. Vous avez participé, vous venez de le dire, au One Forest Summit.
qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre internationale et Alors le sommet en lui-même, il est extrêmement important et je pense qu'il sera fondateur sur les mesures qui ont été décidées et les fonds qui ont été alloués à des actions de protection de l'environnement, sur également les modalités d'action des pays extérieurs au Gabon, hein, qui s'axent vraiment sur des relations partenariales équilibrées avec des acteurs locaux. Donc dans ce sens-là, les décisions prises sont extrêmement importantes et seront fondatrices, je pense. Mais ce n'était pas la seule raison de notre venue ici, c'est avant tout pour rencontrer des partenaires, rencontrer des porteurs de projets locaux, rencontrer aussi des partenaires financeurs, parce qu'on ne fait pas l'un sans l'autre. Et pour ça, le sommet a été extrêmement productif et j'ai pu voir qu'il y avait énormément de choses à faire au Gabon. Et en ça, c'était un très bon sommet. On parle de déforestation et de protection de l'environnement. S'il arrivait que vous vous installez au Gabon, quelles sont les essences de bois ou des essences de la forêt que vous souhaiteriez qu'on puisse reforester? Alors, il y en a beaucoup, hein. Je ne vais pas les citer toutes, mais c'est avant tout des espèces endémiques, des espèces propres au Gabon, qui sont adaptées à son climat et à son évolution, parce qu'on sait très bien que le climat évolue, donc on prend ça en compte également pour sélectionner les essences qui résisteront le mieux au dérèglement climatique et qui apporteront le plus de bénéfices écosystémiques aux communautés et à la nature. Alors, vous existez depuis 2009. À ce jour, en termes de chiffres, combien d'arbres avez-vous déjà plantés, si on peut le dire comme ça? Franchement, ce n'est pas les chiffres qui sont les plus importants. On a planté plusieurs millions d'arbres. On doit, je sais pas, peut-être 10, 20 millions. Je n'ai pas les chiffres vraiment en tête parce qu'ils évoluent tout le temps, en fait. Hein. Mais on comptabilise évidemment tout ce qu'on fait en termes de nombre d'arbres, surtout en termes de nombre de communautés, de familles, de personnes qui sont touchées par les bénéfices de nos opérations. Le but n'est pas de faire du chiffre, évidemment de faire toujours plus, mais encore une fois, je parlais du paramètre carbone tout à l'heure. Hein, quand on comptabilise les arbres, c'est souvent pour dire qu'on stocke tant de carbone et que c'est très bien pour l'environnement et très bien pour les sociétés qui composent leurs émissions de carbone. Alors ça, c'est un point important de notre approche, c'est qu'on incite nos partenaires financiers à décorréler leurs programmes de l'aspect purement finance carbone et crédit carbone. Hein, ce qu'on plante, évidemment, ça stocke du carbone, c'est très bien vis-à-vis de la planète, mais à des échelles de temps qui sont de 70, 100 ans. Donc il faut le faire, mais ce n'est pas là-dessus que notre énergie doit se focaliser en premier. C'est de multiplier les projets vertueux au bénéfice des populations et au bénéfice immédiat de la biodiversité, dont on sait qu'elle a été déjà totalement dégradée et on va mettre longtemps à pouvoir restaurer un état initial. C'est très bien. Et quand je parle de restauration dans l'état initial, c'est également un point très important. Avant même de parler de reforestation ou d'agroforesterie, nous on dit qu'il faut préserver les écosystèmes endémiques existants. Parce que les actions de réparation, soit de la déforestation non maîtrisée, soit des pollutions, toutes les actions de réparation ou de compensation ne parviendront quasiment jamais à réparer, à restituer l'écosystème existant, ou au moins à une échelle de temps humaine. Donc la priorité, c'est de préserver, et ensuite de compenser. Je comprends très bien votre approche, mais lorsqu'on parle de développement économique, on va prendre le cas des pays du bassin du Congo qui ont, on va dire, une très belle forêt, un très beau couvert forestier. On ne peut pas déforester pour se développer. Alors comment on va concilier les deux puisque nous, on veut se développer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah non, on ne dit pas qu'il ne faut pas prélever des essences pour que l'humanité continue à vivre, à se loger, à construire des bâtiments, etc. Donc, par contre, il faut avoir des actions qui soient maîtrisées, qui soient concertées, qui incluent des paramètres de préservation maximale de l'environnement. On sait très bien que quand on abat un arbre, il y a tout un écosystème et puis une trouée assez importante qui se fait. Il faut travailler avec les forestiers pour que le prélèvement se fasse de la meilleure manière possible, que ça se fasse de la manière la moins dense possible. Si on peut travailler sur des zones plus étendues pour prélever moins densément, voilà, il y aura une meilleure nature du prélèvement. On ne dit pas qu'il faut arrêter toute activité humaine. Au contraire, on est là pour que les gens vivent et vivent mieux, mais que la nature également souffre le moins possible. Alors, Monsieur Castagnet, nous allons parler des activités de votre ONG. Comment monte-t-on un projet Up to Green? Alors, il est important de dire que ce n'est pas un projet Up to Green. C'est avant tout le projet de plusieurs partenaires
Là-dessus, j'ouvre une petite parenthèse pour vraiment spécifier cet aspect qui est important. C'est un des points essentiels de notre action. Les ONG opérationnelles comme les nôtres doivent agir en toute humilité et ne pas être les agents d'une action d'extérieur qui viennent sur des communautés. C'est un projet partenarial. Nous, on rencontre, quand on arrive dans un contexte, tous les acteurs, à commencer par l'administration, l'État qui a des actions environnementales, les organismes internationaux, les ONG locales, les organismes de recherche, les associations et les groupements d'agriculteurs pour l'ensemble. Et on fait un projet ensemble dont notre but est de sortir dès que possible quand il atteint une autonomie suffisante. Donc c'est important, je ferme la parenthèse. Alors, pourquoi le choix des communautés? Pourquoi avoir choisi de travailler avec les communautés? Alors déjà pour une raison d'efficacité, tout simplement. Si on peut démultiplier notre action et les moyens qui temporairement y sont affectés sur le plus de personnes possible, il est plus efficace de s'adresser à une organisation constituée, qui peut être une association locale, une ONG locale, un groupement d'agriculteurs, une coopérative par exemple, parce qu'avec une seule porte d'entrée, on touche beaucoup de personnes. Et en plus, ce sont les organismes qui connaissent le mieux le terrain. Nous, avant d'arriver dans un pays, on ne connaît pas le terrain, on est obligé de travailler avec des gens qui le connaissent. Donc voilà, il faut une organisation constituée pour pouvoir se rapprocher de nous et pouvoir monter un projet. Alors, est-ce que l'accompagnement se fait dès le départ jusqu'à l'aboutissement du projet? Absolument. Absolument, et pendant sa durée, tant que le projet n'est pas autonome, n'est pas autonomisé par la création de revenus, on intervient au quotidien, parce qu'Up2Green a une activité avant tout de conseil technique et en création de filières commerciales, mais conseil technique en agronomie. On a des ingénieurs agronomes, des techniciens agricoles qui font du conseil en bonne pratique agricole, bonne pratique préservant l'environnement. Et donc on accompagne les organisations locales à mesure qui est nécessaire à son fonctionnement. Il y a des organisations qui sont d'autonomie ou de structuration différentes. Donc on les accompagne pendant tout le projet à mesure de leurs besoins. Est-ce que, lorsque vous parlez d'accompagnement, outre les moyens financiers, est-ce qu'il y a des formations aussi? Absolument. Absolument. Il y a des formations, il y a la création d'emplois à la clé. J'ai un exemple qui me vient en tête. On a participé à un projet apicole au Sénégal sur le miel de mangrove. Ça a commencé par la formation des femmes à construire les ruches avec un apiculteur local qui a contribué au projet, qui a été notre expert. On les a formées et aujourd'hui elles sont autonomes, elles produisent leur miel. Donc il y a de la formation à la clé. Il y a de la formation et de la sensibilisation des jeunes. Un autre point essentiel de notre action, c'est l'éducation environnementale des jeunes pour qu'ils prennent conscience de tout le patrimoine naturel dont ils sont dépositaires et qu'ils devront préserver pour la suite. Je vous remercie, Monsieur Castagnet. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je recevais Vincent Castagnet, le délégué général de l'ONG française Up2Green. Merci à vous d'avoir été nos nôtres. La suite des programmes, c'est sur Gabon 24 et sur nos différentes plateformes.